Bonjour et bienvenue au débat du Sahel. Événement cette semaine puisque les Traversées Mauritanie organisent la 9e édition des rencontres littéraires de Nouakchott dont l'invité d'honneur est Tar Benjeloun. Je le reçois avec M. Diallo Bios. Vous êtes donc le directeur des Traversées Mauritanides et vous êtes également directeur de la formation au ministère de la Culture, journaliste de Jeune Afrique. Quelle idée d'organiser des rencontres littéraires à Nouakchott, sujet difficile et surtout manque de moyens? Absolument. Bonsoir, merci à tous. C'est un énorme plaisir pour nous d'être là pour parler de cette 9e édition qui vient à la suite d'autres défis, parce que tout simplement, comme vous le dites, il n'est pas évident d'organiser des événements culturels en Mauritanie, surtout quand il s'agit de littérature, parce que les gens lisent de moins en moins. Tar Benjeloun, merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Merci, au contraire, merci à vous de me recevoir. Et je suis très content d'avoir été invité par Bios, qui a été très convaincant pour que je fasse le voyage. Et je suis très heureux d'être là. Merci. On commence par le commencement. Tanger est une ville qui a compté beaucoup dans votre vie. C'est une ville de brassage culturel, c'est une ville de témoin, c'est une ville de passage également. C'est un port. C'est un port qui est ouvert sur l'Europe et c'est une porte pour aller en Afrique. Et c'est effectivement une ville symbole assez particulière qui a eu une période où elle a été internationale. Je l'ai très peu connue parce que moi je suis arrivé à Tanger quand j'avais 8 ans et c'était en 55-56 et elle était encore internationale jusqu'en 57 où il y avait un vrai brassage de plusieurs nationalités, de plusieurs ethnies. C'était extraordinaire. Elle garde un peu de cet aspect-là parce que Tanger reste elle est d'ailleurs très privilégiée par le roi du Maroc qui aime beaucoup le nord en particulier, cette ville. Et il a créé là-bas le port Med qui est le meilleur port du monde. C'est extraordinaire. Alors, donc l'exil, Tanger est lié à cela. Donc, on a 3 pays, le Mali, la Guinée et le Maroc, qui sont devenus vraiment les 3 pays pourvoyeurs d'immigrés africains qui vont vers l'Europe. Est-ce que on assiste également à un autre phénomène, c'est le retour des Marocains vers leur pays. Est-ce que ça fait partie des nouveaux... De toute façon, il y a deux aspects dans l'immigration. L'immigration, je dirais, voulue, légale, qui passe par des routes et des sentiers connus. Et puis, il y a l'immigration clandestine. Alors, l'immigration clandestine, c'est d'abord un business énorme pour la mafia, des passeurs. Le mot passeur, je l'aimais beaucoup parce que j'utilise le passeur de valeurs, le passeur de belles choses. Mais les passeurs aussi, ce sont ceux qui sacrifient des êtres humains dans la mer pour leur arracher leurs économies. Et je pense que la meilleure façon de lutter contre cette immigration clandestine, il y a deux aspects. D'abord, encourager de plus en plus l'Europe, les pays qui ont les moyens, d'investir dans ces pays d'où partent les gens et impliquer davantage les pouvoirs sur place. Il n'y a aucune raison que des pays riches comme le Nigeria ou le Gabon aient des immigrés qui risquent leur vie sur le détroit de Gibraltar. Et la deuxième façon de lutter contre ça, c'est effectivement de mener une lutte sans merci aux mafieux qu'on connaît, parce qu'ils fonctionnent très bien dans les villes. Eux, ils ne prennent jamais de bateau, ils sont dans des cafés, ils arrachent l'argent des gens et ils les envoient à la mort. Et ça, c'est une lutte qu'il faut entreprendre scientifiquement. Oui, mais je pense que Tahar a parfaitement raison de dire que l'immigration, c'est un business, avant tout d'abord, parce que si les flux migratoires existent, c'est parce qu'il y a d'autres qui sont pourvoyeurs de ces flux-là derrière. Et en réalité, ils mettent les États, ou un certain nombre d'États, devant les faits accomplis. Le problème là-dedans, c'est que ni en amont, ni en aval, on ne prend au sérieux la donne qu'exploitent ces migrants, de la même manière qu'il existe des migrants, comment ils s'appellent, des commerçants du sommeil, il existe aussi des commerçants du suicide, c'est-à-dire ceux-là qui essayent de faire miroiter aux uns et aux autres qu'ils peuvent partir légalement, sinon qu'ils pourront se rendre en Europe. Et ça, c'est devenu un vrai business face auquel on a de sérieux problèmes. Je pense qu'il faut absolument impliquer les États africains dans cette lutte. Il faut les concerner, il faut parfois même les obliger à s'occuper de leurs citoyens. Il n'y a aucune raison que des gens risquent leur vie
pour un avenir d'ailleurs très hypothétique, parce qu'en arrivant en Europe, c'est pas sûr du tout qu'ils trouvent du travail, et puis ça crée d'énormes problèmes aux autres immigrés légalement installés. Donc c'est une affaire qui est mauvaise dans tous les sens du mot, et c'est pour cela que le Maroc a beaucoup fait de progrès là-dessus, parce que finalement il y a moins de Marocains qui prennent les bateaux que des Africains. Il est surtout un pays de transit, quoi. Oui, oui, parce qu'il y a tellement de morts. La Méditerranée a avalé à peu près 30 000 personnes en 18 ans, depuis 2000. 30 000 personnes sont mortes noyées dans le détroit de Gibraltar. C'est énorme, c'est énorme. C'est une guerre. C'est une guerre. La figure de l'immigré est souvent prise comme un repoussoir et également elle sert au nouveau. Déjà en Europe, enfin, parlons de la France, parce que le pays européen, c'est autre chose, mais la France, l'immigration a mauvaise presse, l'immigration est mal perçue, mal vue, ce qui est injuste, parce que la plupart des immigrés qui sont là font leur travail, paient des impôts, et qui sont des citoyens ordinaires normaux. Il y a quelques éléments perturbateurs, qui ne sont pas des immigrés d'ailleurs, qui sont des enfants d'immigrés, qui n'ont pas de travail, et qui chôment, et qui sont négligés par l'État français. Deuxième, troisième génération. Peu importe, ils sont nés en France, ils sont français, ils ne sont pas du tout immigrés, donc ils n'ont pas fait le voyage, ils n'ont pas été... Mais les immigrés qui sont installés là depuis longtemps, c'est des braves gens qui ne font de mal à personne, et surtout qui travaillent et qui permettent à la France de fonctionner. Vous avez la même chose pour la Belgique, pour la Hollande, pour tous ces pays-là. L'Allemagne, vous croyez que Angela Merkel a accueilli 1 million de réfugiés par amour de l'humanité? Pas du tout. Elle les a accueillis parce qu'elle en a besoin pour la vieillesse de son pays, pour la natalité, Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a tous reproché à Merkel d'avoir fait ça. Aujourd'hui, vous avez 1 million de réfugiés depuis 3 ans qui sont là-bas. Tous les enfants sont scolarisés, ils apprennent l'allemand. La plupart travaillent et ils sont logés. Et ça n'a pas détruit l'Allemagne, au contraire, ça a permis à l'Allemagne d'être combattante dans d'autres domaines. L'Allemagne, justement, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, vous le savez très bien, les Juifs étaient intégrés, ils parlaient la langue, ils étaient riches, et pourtant, ça n'a pas empêché ces peuples éduqués de commettre l'impensable. Ça, c'est autre chose. Alors là, on va parler plutôt du populisme qui menace aujourd'hui certains pays européens, et le populisme, c'est la porte ouverte au fascisme. Quand on écoute aujourd'hui Matteo Salvini en Italie, qui est nostalgique de Mussolini, et qui a même abrogé la loi contre la haine raciale, et qui a abrogé une autre loi qui il était interdit de faire l'éloge du fascisme de Mussolini. Donc on est déjà en train de se préparer à entrer dans une ère fasciste, malheureusement avec la bénédiction de la démocratie, parce que c'est démocratiquement qu'il est arrivé au pouvoir. Donc ce sont des accidents d'histoire qui peuvent arriver. La Hongrie, c'est la même chose. La Pologne, c'est la même chose. On voit l'extrême droite vraiment se développer de plus en plus en Belgique, en Autriche, même en Allemagne. En Espagne, il y a le parti Vox, et qui lui aussi est en train de prendre de l'importance. Bolsonaro au Brésil, Trump... non, pas maintenant, de ce qui est près proche de nous. Brésil, c'est quand même 15 heures de vol, enfin 10 heures de vol. C'est loin, mais quand même. Non, Brésil, je dirais, je le mettrais sur le côté Trump, l'influence de Trump, Trump qui a peut-être inconsciemment suscité l'élection d'un type qui n'a pas eu honte de dire qu'il est misogyne, qu'il est pas antisémite, mais il est immigré, il est homophobe. Enfin bref, c'est un concentré de repoussement. Non, c'est une horreur. La culture comme antidote au fascisme, vous y croyez, Diallo-Diaz? Oui, non, mais moi je pense que dans tous les cas, le seul remède aujourd'hui pour faire mirage, pour développer un combat contre tous ces extrêmes-là, c'est vraiment la culture. Parce que la culture, c'est ce qui permet de créer différentes entités, c'est-à-dire vous aurez les artistes, vous aurez les écrivains, vous aurez les peintres, vous aurez les photographes. Tous contribuent. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de très grands photographes qui ont pris des photos d'archives, des photos formidables, de très grands auteurs qui ont écrit des livres formidables, des peintres qui ont peint des choses qui montrent cette image de racisme, d'extrémisme, de violence et de haine. Mais malheureusement, ceux-là ne sont pas
les plus écoutés, c'est-à-dire la culture, de la même manière qu'elle est le parent pauvre de toutes les structures de développement, elle est aussi le parent pauvre le moins écouté. Elle n'est pas écoutée, elle n'est pas enrichie, parce que tout simplement, ceux qui essaient de l'enrichir, ce sont ceux-là qui sont les avant-gardistes, qui essaient de défendre le vivre ensemble, qui essaient de défendre la vraie identité de l'être humain, même si intrinsèquement l'être humain a des potentialités de méchanceté en lui, et il n'attend que des occasions pour les exprimer. Les peintres, les écrivains et les artistes sont là pour essayer de défendre, pour essayer de parler de cela. Malheureusement, on les écoute très peu. Donc je crois profondément en la capacité de la littérature pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire à travers ces Mauritanides, pour essayer de développer cela. Ce sont ces ponts-là que nous essayons de tisser à travers les rencontres à travers ces Mauritanides, année après année, parce que depuis 2010, nous faisons venir différents auteurs, et depuis 2010, nous savons qu'il y a des choses qui ont réellement évolué. Même les écrivains mauritaniens se parlent de plus en plus, ils se fréquentent de plus en plus, ils se voient de plus en plus. Les auteurs mauritaniens sont de plus en plus connus dans les écoles, à travers le milieu scolaire, ce qui n'était pas avant le cas. Et à chaque fois que les auteurs sont allés dans les écoles, on a eu des retours positifs, parce que les enfants découvrent qu'il y a des écrivains mauritaniens qui existent, au même titre que d'autres écrivains, et qu'il y a des écrivains qui sont en vie, que tous les écrivains ne sont pas morts, et qu'il y a des écrivains qui prônent certaines valeurs républicaines, certaines valeurs culturelles, certaines valeurs du vivre ensemble, de l'identité mauritanienne plurielle, et maintenant de l'identité monde, d'où le fait de recevoir chaque année des invités d'honneur, des invités qui viennent d'un peu partout. Et cette année, nous n'avons pas dérogé à cette règle en recevant Geneviève Dama de la Belgique, Kanye Alem du Togo, Yamen Manaï de la Tunisie, Maïdo du Maroc et Taha Benjelou. C'est quoi tout ça? C'est des auteurs qui viennent d'ailleurs et qui sont porteurs d'identités diverses. Taha a beaucoup écrit, beaucoup travaillé sur ce qui est de l'identité, ce qui est de l'immigration, ce qui est de violence. Maïdo, c'est la même chose. Yamen Manaïm. Donc ils viennent aussi échanger avec les auteurs. Cette question de violence, justement, j'allais y venir janvier 2015. Charlie Hebdo, vous connaissez très bien ce qui s'est passé. Il y a Philippe Val, vous le connaissez, il est survivant. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? C'est une horreur absolue, parce que moi j'ai eu des amis. Parmi eux, j'étais très, très ami avec Wolinski, et ça a été une tragédie sans nom. Et puis, j'ai fait un peu le film, j'ai rembobiné le film en arrière, et dit, c'est malheureux, ils ont payé le fait que Charlie Hebdo avait publié les caricatures de Mohamed, et ça, c'était une provocation inutile, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de provoquer des millions de croyants. Finalement, il faut foutre la paix aux gens, pas la peine d'aller chercher à les blesser en touchant la personne qu'ils adorent le plus. C'est une idole. C'est pas la peine de faire ça. Mais enfin bon, ça a été fait, mais ça ne méritait absolument pas, bien sûr, qu'ils payent ça atrocement comme ça a été le cas. Mais il y a beaucoup d'ignorance dans tout ça, parce que ceux qui ont commis cette tragédie, c'est vraiment des pauvres types, c'est pas des animaux, parce que les animaux n'auraient jamais fait ça. C'est des sous-hommes qui ont été manipulés, téléguidés par des gens beaucoup plus dangereux, qui eux s'installent très très loin et qui donnent des ordres à faire ça. Donc ça a été une tragédie qui a eu une conséquence énorme sur la vie des immigrés en France, et puis l'image de l'islam. Alors c'est quand même incroyable que ça s'est passé comme ça. Il fallait sortir dans la rue pour dire nous n'avons rien à faire avec ces gens-là. C'est pas en notre nom qu'ils ont fait ça. Et il fallait le faire parce que, quoi qu'on fasse, on reste suspect aux yeux de beaucoup d'Européens. Vous êtes musulmans, arabes, bon, un peu africains, un peu comme ça. On est mal perçu. Vous avez des amis, des écrivains, Umberto Eco, Jean-Marie Leclésio. Je vous ai entendu l'autre jour parler de la solitude de l'écrivain. Contrairement aux musiciens qui, lui, pratiquent sa musique en groupe. Bah oui, et tout seul. Mais j'ai des amis musiciens aussi. Je suis très lié à Jordi Savall, qui lui a un orchestre extraordinaire de plusieurs nationalités. Et donc, bon, l'écriture ne peut pas être... moi, je ne crois pas beaucoup aux gens qui écrivent à deux. Moi, j'y arriverai jamais. À 80, c'est pas possible. Non, moi, je ne peux pas. Mais je crois beaucoup plus à la solitude de l'écrivain, parce qu'il se concentre sur lui-même et qu'il sort de sa tête ce qu'il a dans la tête et il écrit. Donc c'est une solitude forcément. Et après ça devient une solitude partagée avec des milliers de gens.
Oui, je suis... Écrivain solitaire, dire le Bios. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. En tout cas, vous êtes bien entouré cette semaine à Nouakchott. Oui, oui, nous sommes bien entourés cette semaine à Nouakchott. Je suis d'accord avec ce que disait Tahar. C'est vrai que Nietzsche avait dit que sans la musique, le monde serait une erreur. Mais sans les écrivains aussi, on s'ennuierait beaucoup. Mais le problème, c'est que pour nous éviter cet ennui-là, l'écrivain est obligé d'être solitaire, il est obligé d'être seul, il est obligé de se retrouver dans son espace. Parce que même lorsque, pendant ces rencontres, on a écouté aussi les auteurs mauritaniens, Barekoul Beyrouk, vous voyez, Idou Mohamed Lemine, Mamadou Khalidouba, Haruna Rachidli, Djibril Sall, lorsqu'ils parlent les uns et les autres, ils parlent de leur espace, mais il y a toujours une certaine solitude qui prédomine dans cet espace-là. C'est égoïste peut-être, ou bien même voire un peu répulsif lorsqu'on pense que pour écrire, il faut être seul. Mais malheureusement, c'est le cas. Il y a des auteurs qui arrivent à écrire en 4 mains, mais ce n'est jamais ça. D'habitude, c'est des écritures de commande lorsqu'il s'agit d'ouvrages collectifs. Mais une pensée construite de soi-même, généralement, elle est très solitaire, elle est vraiment individualiste et elle est même égoïste. Bien avant le Goncourt, vous avez donc connu la célébrité, ou en tout cas vous êtes devenu connu avec l'Enfant des Sables. Ces changements de statut, comment vous l'avez vécu à l'époque? Je l'ai vécu comme un heureux événement. Pardon, je ne vais pas me plaindre, mais c'est devenu quand même une responsabilité parce que il fallait continuer d'écrire parce qu'il y a eu toute une légende comme quoi quand on a le Goncourt, on est cassé, on ne peut plus écrire. Il y a eu des cas comme ça, il y a eu quelques écrivains qui n'ont pas réussi à surmonter l'événement. Le Goncourt, c'était avec La Nuit Sacrée. La Nuit Sacrée, oui. Mais qui était en même temps la suite de l'Enfant de Sable. Donc j'ai eu 2 Goncourt en un an. Bon, ça c'est, il ne faut pas le dire. Mais ça a été extraordinaire parce que j'ai fait un peu le tour du monde. Il y a eu traduction dans tout le pays. Et c'était formidable de voir comment un écrivain marocain, à l'époque j'étais encore marocain, je n'avais pas la nationalité française, un écrivain marocain qui se baladait dans le monde entier avec un visa. Il fallait des visas partout. Et un jour, j'ai été refoulé à l'aéroport de Rome, malgré mon visa. Et le flic me dit, sur un ton très très méprisant, le visa n'est pas un droit. Et à ce moment-là, j'ai dit, oh là là, parce que je voulais un peu partager les mêmes souffrances que mes compatriotes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en même temps, j'écris en français. Et toute ma carrière, j'ai faite en France, donc je vais devenir français. Et j'ai fait la demande de devenir français. C'était en 91. Voilà. Alors, après je me permets juste une question, parce que celle-là, je l'avais très peu entendu, que vous ayez été refoulé, ou en tout cas que vous n'avez pas accepté cette entrée-là en Italie. Et donc, vous vous êtes senti immigré, ou en tout cas... Je me suis retrouvé dans un box avec des Sri Lankais, avec des Africains. J'étais en colère, mais j'ai fini par rentrer parce que, comme je collaborais à l'époque à la Repubblica, donc je dis voilà, j'ai téléphoné à mon journal, et ils ont entendu mon journal, ils disent non, allez, passez. Donc, mais en revanche, en 2003, j'étais invité à Princeton et j'arrive à l'aéroport de New York, qui est différent de JFK, et là, on m'a retenu pendant 1 heure. Alors, on ne vous dit rien, mettez-vous là-bas. Alors moi, j'avais appris une chose très importante avec la police américaine, il ne faut jamais protester, il ne faut jamais se mettre en colère. Je me suis tenu comme un petit enfant puni, j'ai attendu. Après, ils m'ont convoqué, ils m'ont posé plein de questions. Je ne comprenais pas très bien l'anglais, je répondais comme je pouvais. Et moi, je pensais qu'une seule chose, c'est que la voiture qui devait venir me chercher a dû partir. Des questions pratiques. Oui, mais ça, vous portez un nom arabe, on vous catalogue tout de suite. C'était en 2003, hein, au moment où l'Irak a été... C'était quelques mois après que l'Irak soit envahi par Bush, ce grand criminel qui n'a pas été jugé. Donc j'ai dû passer par là et j'ai raconté ça dans la presse après. Alors, consécration... Oui, ma question, c'était juste parce que vous aviez parlé de ça, c'était en pensant, par exemple, à l'auberge des pauvres, en parlant de ces jeunes ou de cette famille-là et tout. C'est pour ça que j'ai cru peut-être que c'est ce qu'ils avaient inspiré. Non, de toute façon,
il y a un moment où c'est vrai que le fait d'avoir un visa ne vous donne pas le droit immédiat d'entrer dans un pays. D'accord, effectivement. La consécration, c'était surtout le fait de devenir membre de l'Académie Goncourt en remplacement de François Nourricier. Comment vous avez été accueilli par ces groupes alors, dans l'Académie Goncourt, on ne peut pas se présenter. On est coopté par les autres camarades, et quand on est coopté, il faut qu'il y ait une unanimité, parce que si jamais quelqu'un n'a pas envie que vous rentriez, vous ne rentrerez jamais. Il a le droit d'utiliser ce qu'on appelle la boule noire. Il dit, moi j'aime bien Bios Diallo, mais j'ai pas envie de le voir tout le temps avec moi, donc il est foutu. Non mais, ça s'est fait très. Je pense que cette semaine, vous l'avez eu beaucoup avec vous. Non, ça s'est passé très simplement, et en même temps c'est une... Alors il faudrait que les gens sachent un peu, c'est un travail énorme. À l'Académie Goncourt. D'abord, nous sommes bénévoles, nous ne sommes pas salariés, on ne reçoit pas un centime, nous sommes invités à déjeuner, c'est tout. Et puis, on lit énormément, on fait des comptes rendus, on se déplace beaucoup parce qu'on est sollicité dans le monde entier par les Goncourt des pays qui ont adopté le Goncourt. Donc, on est tout le temps en train de travailler, de lire ou de se déplacer, et c'est un travail à plein temps. Tout à fait autre chose, vous êtes revenu 20 ans plus tard sur la tombe des gens gênés à l'Arrache. Ça vous a évoqué quoi, de venir sur sa tombe? Moi, je ne suis pas très sensible dans les cimetières, je n'ai aucun sentiment. Mais comme Jean Genet a été un ami assez important dans ma vie, je suis pas les seuls. J'ai emmené des amis pour voir sa tombe, parce qu'il a voulu, il a voulu. Il n'a pas dit, mais je pense quand on interprète bien la pensée de Genet, il a voulu quelque chose de modeste et simple. Et c'était le cas, mais souvent sa pierre tombale, qui était très simple, il y avait juste son nom avec la date de naissance et de mort, a été volée. Donc, non, c'était symboliquement important. Mais le fait qu'un grand écrivain souhaite être enterré au Maroc, ça dit beaucoup sur l'amour. Parce que les 20 dernières années de sa vie, il les a passées au Maroc. Son dernier ami était marocain. Bon, moi je me suis occupé de lui à un certain moment. Donc il aimait le Maroc, mais il n'avait aucun contact avec les gens officiels. Il détestait les ministres. Un jour, il y avait le maire d'une ville qui voulait l'inviter à déjeuner. Il dit lui oui. Non, je vais lui dire oui et je ne viendrai pas. D'accord. La prochaine fois, ce sera la 10e édition des rencontres littéraires de Nouakchott. Ah oui, il faut que ce soit un succès comme celui-ci, parce que sinon tu vas sauter. Hein. Ah oui, non, mais d'accord. De toute façon, on va y travailler, parce que nous avons quand même la collaboration de très bons auteurs qui nous soutiennent chaque année, à l'image de Tahar, parce que nous sommes une structure sans moyens particuliers, vous l'avez dit, mais grâce à des auteurs, par exemple, qui acceptent de mettre du leur là-dedans. Par exemple, Mariam Dervish, qui est venue actuellement s'installer en Mauritanie, a très souvent répondu à ces appels-là, et il lui arrivait même de se prendre en charge pour venir assister aux rencontres traversées Mauritanie. Et voilà ce que ça donne. Vous avez les auteurs mauritaniens aussi étrangers, comme Abdoulaye Alibar, comme Abdraman Gaïdé, qui sont tous passés par ici, qui viennent à chaque fois, qui nous soutiennent. Mais si nous voulons vraiment réussir, il faut des têtes d'affiche. Oui, il faut des têtes d'affiche, mais surtout que les décideurs ou que les mécènes n'attendent pas qu'on ait des têtes d'affiche. Ils n'ont qu'à se dire qu'il y a déjà des Mauritaniens qui sont des têtes d'affiche, c'est-à-dire des Mauritaniens qui mériteraient d'être plus connus, d'être plus soutenus, d'être enseignés dans les universités. Il y a des universités mauritaniennes comme Bousseta Diagana, comme Ashraf, qui font des efforts, qui enseignent les auteurs mauritaniens, qui les introduisent au programme de la même manière qu'Aïchetou Ahmedou, que tous les autres auteurs qui sont là, Beyrouk, Rachid et autres. Mais il faudrait que les ministères et de l'éducation et de l'enseignement et de la culture acceptent d'accompagner les institutions autres qui nous accompagnent. Par exemple, nous avons le soutien de l'OIM, ce qui est une très bonne chose, de la francophonie, oui, qui nous envoie chaque année son lauréat, son prix des 5 continents. Nous avons la BNM, nous avons la Nouvelle Banque de Mauritanie, nous avons les hôtels Halima et comment dire, qui nous accompagnent. Nous avons la BNM, nous avons le Centre culturel français. C'est pas suffisant, il faut quand même. Il faut qu'il y ait. J'ai dit au ministre que j'ai vu, il faut
faut se tenir ce festival parce que Vous avez été reçu par le ministre de la Culture Oui, mauritanien. oui, très très sympathique, très gentil. On a parlé très franchement. Je dis, vous savez, la culture, ce qui sauve le pays, c'est pas l'économie, on en a besoin, mais la culture, c'est ce qui reste et ce qui va nous sauver tous. Et il faut mettre un peu d'argent là-dedans. Il est d'accord avec moi. Absolument, parce que c'est pour cela que lorsque nous avons par exemple des gens comme l'Alliance franco-mauritanienne, nous avons des gens comme l'UNICEF, comme l'Union européenne qui nous accompagnent, ils ont besoin d'être rassurés, de savoir que l'État mauritanien d'abord vous soutient. Oui, parce qu'à chaque fois que les bien institutions vous soutiennent, la première question qu'elles vous posent, c'est est-ce que vous êtes soutenu par le pouvoir que vous avez local? officielle? Est-ce que voilà. Ouais. Et donc ça, il faut que le ministère de l'Éducation, il faut que le ministère de la Culture montre qu'ils sont là aux côtés des organisateurs de la culture, parce que nous avons quand même chaque année près d'une quinzaine. Il était assez cette fois. Oui, bon, non, on ne peut pas dire ça comme ça, mais quand même, nous aimerions qu'il soit présent. Chaque année, nous avons 10 à 15 écoles qui participent. Ce n'est pas pour la beauté de l'encre qu'ils viennent, etc. Mais ils viennent parce que ces enfants-là, ces jeunes-là, ont besoin d'avoir des référents. Ces auteurs-là qui viennent, Tahar Benjeloun, Yamen Manaï, Mariam Dervish et les autres, qui partent dans les écoles, ça aide les enfants. Et ce ne sont pas nos enfants à nous, ce sont les enfants de toute la Mauritanie, et c'est tout l'avenir de la Mauritanie qui est concerné. Donc il faudrait qu'on les soutienne. Les enfants qui sont là, ils n'ont pas besoin de savoir que le festival est organisé par BIOS, il est organisé par Traversée Mauritanie, Cheikh Haïdara, Cheikh Konaté, Tal Mamadou et autres. Mais les enfants viennent vers Tahar, ils veulent que Tahar leur dédicace. C'est très émouvant de voir le public. Bon, voilà. Et donc, ce sont les enfants. Je vous ai vu dans vos conférences, votre passion est communicative. Je vous ai vu dans vos conférences donner d'abord la priorité aux femmes et aux enfants. Bien sûr, toujours. Non, mais c'est important, les enfants, c'est l'avenir, mais il faut savoir que ces auteurs-là... En octobre 2003, vous avez participé à un colloque au Sénat sur l'islam des Lumières. Il y avait Malek Chebel, Gilles Kepel et Abdelkader Jemaï. Vous croyez sincèrement à l'utilité de ce genre de démarche éducative entre guillemets? Écoutez, de toute façon, parler, c'est toujours utile. On ne va pas vérifier après si ça a un impact ou pas. Mais à l'époque, en 2003 déjà, l'islam, il était un petit peu chahuté, mais maintenant c'est pire. Maintenant, il y a une haine de l'islam qui a été carrément déclaré aux musulmans par un écrivain qui s'appelle Houellebecq, qui a dit Michel Houellebecq des choses horribles sur l'islam et les musulmans. Je pense que il faut foutre la paix aux gens. Si quelqu'un croit dans l'islam, il faut le laisser croire. On est dans un pays laïque, donc les gens n'interviennent pas dans la scène publique avec leur religion. Mais des gens comme Michel Houellebecq, comme Éric Zemmour, ils vendent des centaines de milliers de livres. Ils représentent une catégorie de la France qui malheureusement existe, une France rancie, moisie, qui est une France malheureuse, qui n'est pas les étrangers, qui n'est pas la réalité, parce que l'autre jour, j'ai regardé, j'étais dans une école primaire, j'ai vu dans la classe, il y avait 5 ou 6 petits asiatiques, il y avait 3 ou 4 africains, enfin de noirs, il y avait des maghrébins, il y avait des français de souche, il y avait des rouquins. La France, c'est ça. La France, elle est faite aujourd'hui de plusieurs apports, et ce sont les enfants de demain. Et on voit. Alors, il ne faut pas aller contre la réalité. La réalité de la France, c'est la multiplicité et le multiculturel et multiracial. Donc, ils veulent avoir une France blanche, catholique et de droite. Malheureusement, ça ne correspond pas à la réalité. Alors, un immigré aujourd'hui, un musulman français, à votre avis, comment il doit se comporter? S'il va vers sa communauté et sa religion, on l'accuse de repli. S'il va vers l'intégration... Non, encore une fois, moi je suis pour la laïcité absolue. La religion, c'est son affaire privée. Il ne faut pas en faire un... Elle doit rester dans la sphère privée. Absolument, absolument. Mais moi, je défends cette communauté quand elle est attaquée. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais je dis, foutu la paix, il y en a marre. Il y en a marre de persécuter ces gens parce qu'ils sont musulmans. C'est pas parce qu'on a commis des actes horribles au nom de l'islam que c'est vrai. L'islam n'a jamais dit qu'il faut tuer les innocents. Jamais. Nulle part. Alors il faut nous foutre la paix. On est en train d'arriver au terme de l'émission. Je vais si vous avez un dernier mot, avant que je donne la parole à Tahar Benjeloun pour conclure. Oh non, si j'ai un dernier mot, c'est simplement pour dire qu'il faudrait que davantage, comme nous l'avons dit, qu'on accorde un soutien à la culture, qu'on accorde un soutien aux mouvements qui partent vers les jeunes qui essayent
de s'ouvrir à la culture et au vivre ensemble. Donc, on ne peut pas réussir à vivre ensemble si on n'éduque pas les enfants, parce que c'est à partir des jeunes que tout se construit. Et l'école est la première entrée dans la vie de tous les enfants. Et où il faut encourager la scolarisation des enfants et des filles. Il faut le faire. Et il faut accompagner aussi les bonnes volontés qui le font. Par exemple, lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé pendant ces jours-ci, je le disais tout à l'heure, avec les différents auteurs que nous avons eus, avec Kandiawar aussi, avec les autres, avec le soutien du lycée français, avec le soutien de la RAM, de la Royal Air Maroc, et toutes ces institutions-là qui nous accompagnent, qui aident à l'éducation des jeunes Mauritaniens et aussi autres, parce que tous les gens du service de la coopération ou des diplomates ou des gens qui sont installés seulement en Mauritanie, leurs enfants vont à la même école que les enfants mauritaniens. Donc pour développer ce vivre ensemble, il faut leur donner les opportunités de se retrouver. Quand nous avons des gens comme Annabelle Maya, Fred et tout, du CDI et tout, qui travaillent avec nous à partir du lycée français et qui ont travaillé à la production d'une anthologie sur la poésie mauritanienne, c'est une ouverture, c'est une très bonne chose. Mohamed Bouleba qui crée une maison d'édition, c'est une ouverture, c'est une aide, parce que beaucoup d'auteurs n'étaient pas publiés. Donc lorsqu'on fait toutes ces choses, elles sont faites à partir de petites ficelles. Mais ces ficelles, pour qu'elles arrivent à la constitution d'un tapis, il faudrait que chacun d'entre nous y mette du sien. Et c'est tout ce que nous demandons. Tahar Benjelloun, Sidi Mohamed El Maham, c'est le ministre mauritanien de la Culture et on vient de le dire, il vous a reçu. Je ne sais pas s'il vous l'a dit, mais nous, on vous le dit à sa place. Peut-être que lui vous l'a dit. C'est un honneur pour la Mauritanie que de vous recevoir. Si vous avez merci beaucoup. De toute façon, moi, je lui dis la chose que je pense. Je lui dis que c'est la culture qui va nous sauver et il faut tout mettre du côté de la culture. Il m'a dit une chose, il m'a dit nous avons des moyens très modestes. Je lui ai raconté l'histoire que j'ai racontée l'autre jour aux enfants, c'est l'histoire de Churchill pendant la guerre, qui fait la réunion pour trouver de l'argent pour acheter des armes, et le ministre de la Défense lui dit on pourrait piquer l'argent de la culture pour acheter des armes, et là Churchill lui dit alors pourquoi nous faisons cette guerre? Évidemment, si on sacrifie la culture, on sacrifie le pays. Donc je pense que les responsables, les dirigeants devraient réfléchir un peu plus à cette anecdote de Churchill, et qui était très intelligent et qui a su lui dire à sa façon, dans ses mémoires, que ce qui est important, on peut défendre un pays par sa culture, mais si on tue sa culture, on tue le pays en même temps. Ce sera le mot de la fin. L'émission est là, c'est très courte. Sinon, on aurait pu continuer. C'est un plaisir d'avoir participé à votre émission. Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir donné cette opportunité, cette vitrine, de parler de nos activités et de parler de tous les auteurs qui nous ont honorés cette année par leur présence. Bon. Merci Tahar. Non, merci à vous, vraiment. Merci, vous serez le bienvenu à tout moment. Merci beaucoup à vous, Diallo Bios, de nous ramener quelqu'un de cette... Vous avez un gros défi l'année prochaine, il va falloir faire mieux. On va essayer de faire mieux, et je tenais aussi à remercier Intagris Telansari, qui est un auteur que nous on considère simplement comme étant un auteur mauritanien. Parce qu'il est basé ici. Voilà, il est basé ici. Parfait. Donc en tout cas, merci à tous les auteurs. Merci à vous, Diallo Bios, donc directeur des Traversées Mauritanie, des directeurs de la formation au ministère mauritanien de la Culture. Merci à vous, Tahar Benjelloun, prix Nobel, peut-être un jour. En tout cas, pour le moment, prix Goncourt 1985. Merci beaucoup. Merci à vous. Le débat du Sahel est réalisé par Mohamed Lemine ou Tajdine. Bonne soirée. Au revoir. Merci.